C'est un roman japonais parce que ça se passe au Japon, parce que ça raconte cette catastrophe japonaise, mais depuis une chambre aveugle dans laquelle le personnage principal est traversé par toutes sortes de pressentiments. C'est un roman japonais aussi parce qu'il est imprégné du paysage de la Kamogawa qui coule à proximité de ces berges désertes. C'est un roman japonais aussi, puisque c'est un roman dans lequel on évoque des contes du Japon que Natsumi a raconté, et qui sont des contes qui ont tous à voir avec l'imaginaire marin, avec les spectres, avec tous les monstres, les revenants, tous les fantômes qui hantent aussi l'archipel. C'est la première fois que j'écris un récit à la première personne, sauf évidemment pour les petits déjeuners avec quelques écrivains célèbres, mais qui étaient des textes autobiographiques. Donc c'est la première fois que j'écris un récit de fiction à la première personne. Le narrateur est masculin. On peut dire que dans un certain sens, il est une projection de moi-même, au sens où il est venu à Kyoto pour écrire, il est en résidence, il a un projet de roman, au sens aussi où cette promenade qu'il fait le long de la Kamogawa et cette fascination étrange qu'il éprouve pour les berges, je l'ai ressenti aussi. Ce sont des lieux que j'ai photographiés, des lieux dans lesquels j'aimais aller marcher. C'est aussi un personnage de fiction, et le fait qu'il soit un homme, en fait tous mes personnages sont toujours des hommes, mes personnages principaux. C'est surtout, ce sont des foyers de sensations essentiellement, et je saurais pas dire sans doute exactement pourquoi à chaque fois ce sont des hommes. Sans doute il y a une part de projection fantasmatique. Il y a aussi le désir de ne pas tenir un discours du porte-parole, et le personnage masculin me permet ça. Et puis dans Lovotel, il y avait aussi peut-être l'amusement d'écrire des scènes d'amour physique depuis le point de vue masculin. Il y a quelques scènes érotiques dans cette chambre de Lovotel. Je pense que sans doute les scènes sont plus crues, ces scènes-là sont plus crues que dans mes autres romans. Effectivement, en référence aux estampes japonaises, ou en tout cas aux estampes érotiques, à la crudité et la violence de certaines de ces estampes. Ce qui m'a paru difficile dans l'écriture de ces scènes, qui sont donc un peu plus crues que dans les romans précédents, c'est le fait que, au fond, l'écriture de la scène érotique, elle est tendue entre deux écueils, l'écueil du cliché, et en même temps le fait que c'est toujours une scène gratifiante, il me semble, pour le lecteur. Et que donc le lecteur peut faire l'impasse sur la question de l'écriture quand il lit cette scène. Donc il fallait trouver un moyen, des moyens à la fois d'essayer d'éviter le cliché, et en même temps d'être toujours dans un travail d'écriture à l'intérieur de scènes qui peut-être qui ont d'autres types de fonctionnement à la lecture que le reste des scènes. Et à la fois, je crois que ce qui m'intéresse plus que la scène crue en elle-même, c'est de diffuser, de rendre l'érotisme diffus dans tout ce qui est autour, en particulier dans le paysage, dans la perception du paysage. C'était vrai déjà dans l'évaporation de l'oncle, où la belle-mère retrouvait l'oncle à l'auberge, mais ça m'intéressait plus de décrire sa traversée du fleuve, les porteurs, les sensations qu'elle éprouvait dans le paysage, le saule sous lequel elle attendait, cette espèce de perception accrue des sensations du dehors, que de raconter les scènes en elles-mêmes. Ça m'intéresse plus de décrire les sensations physiques qu'éprouvent les cyclistes dans l'air de la rue, ces cyclistes que les deux personnages regardent par la fenêtre pendant qu'ils sont en train de faire l'amour, et auxquelles ils prêtent des sensations qu'on devine très analogues à celles qu'ils sont en train d'éprouver eux-mêmes. Donc je me mets à décrire cette avancée des cyclistes, ce rapport au cadre du vélo, à la pédale qu'on presse, au vent autour de soi, à la sensation aussi du masque
hygiénique que certains de ces cyclistes portent et qui dans l'effort doit devenir moite et produit comme un petit monde, comme un petit cocon dans lequel il se trouve pendant la course. Donc les love hotels, c'est vraiment une spécificité japonaise, même si y a des love hotels qui apparaissent dans d'autres pays. Ce sont des lieux un peu polyvalents au Japon, c'est-à-dire qu'à la fois ce sont des lieux de prostitution, ce sont des lieux dans lesquels on peut emmener sa maîtresse, mais ce sont aussi des lieux dans lesquels vont des couples tout à fait officiellement mariés, mais qui vivent dans des petits appartements avec les enfants, les parents, et qui ont envie d'avoir un peu d'intimité. Et ce sont des lieux aussi dont les décors peuvent être assez surprenants. Il y a des types de chambres très très différents. Il y a des chambres qui sont simplement un petit peu luxueuses, et puis d'autres qui jouent sur des fantasmes parfois surprenants. Enfin, celui qui m'a le plus surprise, c'est une chambre qui reproduit une rame de métro. Donc on a les poignées qui sont suspendues au plafond, les banquettes, voilà. Et ça révèle parfois des possibilités de fantasmes auxquelles on n'avait pas forcément songé. Donc je m'amuse à décrire certaines de ces chambres dans le roman. En fait, je compose une sorte de love hotel un peu hétéroclite, c'est-à-dire qui contient justement aussi bien des chambres assez traditionnelles que des chambres comme ça très inventives, on va dire. Dans les chambres de love hotel, il n'y a pas de fenêtres, ce sont des chambres aveugles. Il peut y avoir des rideaux qui font penser à la fenêtre, mais ce sont des chambres qui sont sourdes à l'extérieur, à ce qui est en train de se produire. Et on finit par sentir cette chambre aveugle comme un lieu qui enferme, comme un lieu qui est inquiétant parce qu'il ne nous dit pas ce qui se passe dehors. Et du coup, le personnage pense à un livre d'Osamu Dazai dans lequel il y a un père qui est enfermé dans un abri anti-bombardement avec sa fille très jeune et qui, pour la distraire de ce qui est en train de se passer, lui raconte des contes du Japon. Oui, c'est vrai que c'est l'occasion aussi de faire aussi du texte un petit conservatoire de contes japonais, le conte du pêcheur qui prend une place assez importante et qui est raconté aussi par le père dans l'abri, mais dans une version différente, parce que comme il faut lutter contre le bruit des bombes et la longueur du temps dans l'abri, le père, dans le livre d'Osamu Dazai dont je parle, étire son récit. Donc il fait des tas d'hypothèses, des digressions. Il a une façon de raconter qui fait qu'il brode en fait autour de ses contes traditionnels. Et voilà, donc il y a toutes sortes de contes comme ça qui affleurent, et dont ce conte du miroir que je trouve un conte magnifique, qui est l'histoire de cet homme qui vit avec sa femme dans la forêt, qui n'a jamais quitté sa cabane, et puis qui un jour se rend au marché pour vendre ses légumes, et qui tombe sur un objet étrange dans une brocante qui lui renvoie l'image animée du visage de son père quand son père avait son âge en fait. Et il rapporte ce prodige chez lui, il le regarde en cachette tellement il est troublé par ce prodige, et sa femme finit par s'inquiéter de ses allées et venues. Un jour il est absent, elle défait l'objet, elle regarde le miroir et elle aperçoit une jeune femme très jolie, et elle est rongée par la jalousie devant cette vision. Et cette double naïveté du rapport au miroir qui dans le premier cas restitue le père perdu, et dans le deuxième cas semblerait incarner une rivale. Je me souviens de choses très 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 belles dans ce conte sur ce rapport au miroir, et ce qu'il dit aussi des inquiétudes de chacun, des histoires de chacun, du deuil. Voilà. C'est un livre aussi sur le pressentiment, c'est-à-dire que dans cette chambre aveugle qui est sourde au dehors, dans laquelle on ne sait pas ce qui se passe dans le monde extérieur, ce qui afflue, c'est aussi la mémoire de ces contes japonais qui ont un rapport avec des catastrophes, avec des spectres, avec des morts, avec des naufrages, avec
des histoires maritimes ou marines. Et donc, quand on arrive à la fin du récit et qu'il y a cette promenade qui semble heureuse, ce retour du Levotel où la journée, puisqu'on est en mars, a l'air de s'étirer un peu, où on se sent dans une espèce d'harmonie neuve avec cette promesse du printemps, avec ce que le printemps a l'air de constituer comme promesse. Le personnage entre dans un bar et la télévision est allumée. On comprend, comme c'est le 11 mars 2011, qu'il voit les images du tsunami. Et donc ça peut inviter à relire le roman justement comme cette histoire d'un pressentiment. En même temps, il y a un moment où voilà, on raconte une histoire, une expérience scientifique dans laquelle une mère lapine est mise dans une pièce, installée dans une pièce, et beaucoup plus loin dans le laboratoire, des laborantins font des misères à ces lapros et elle devine ce qui est en train de se passer. Et il y a une interrogation qui court dans le livre là-dessus, sur cette histoire de la concomitance, sur cette histoire des étranges pressentiments qu'on peut avoir qu'une catastrophe est en train d'avoir lieu, dont on n'a pas de raison de connaître l'existence au moment où elle se produit. Mais aussi de la question de savoir si ces pressentiments sont vraiment des pressentiments ou sont des reconstructions rétrospectives, parce qu'il y a aussi un genre de scandale à se dire que ce moment qui était un moment de catastrophe a été vécu comme un moment léger. Donc c'est un livre qui se pose cette question-là de ce temps-là, d'une catastrophe qui est en train de se produire dans un moment qu'on est en train de vivre dans l'ignorance de cette catastrophe et où des choses affluent qui ressemblent étrangement à ce qui est en train de se produire et dont on ne sait pas bien quel est le statut.